Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur gillesparent.com. Nous avons le bonheur aujourd'hui de vous parler encore une fois avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec, je pense, un invité dont vous avez beaucoup entendu parler, mais que vous ne connaissez peut-être pas tant que ça. En tout cas, si je me fie à ce que moi je sais, je pense que vous allez apprécier. N'oubliez pas que Parents et amis, c'est disponible sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube Parents et amis. Donc, mon invité est un artiste qui est né à Québec en 1973, d'origine libanaise. Il est pianiste, compositeur, producteur depuis son jeune âge. Sa famille l'a même initié dès l'âge de 4 ans aux nombreuses possibilités de la musique. Il vit de son métier en Asie et à travers le monde entier. Il a participé comme pianiste à plus de 500 concerts sur 5 continents. Il a vendu plus de 5 millions d'albums et son catalogue musical comporte plus de 150 millions de vues sur YouTube. Mais qui est-il donc? Bonjour Steve Barakat, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va super bien. Merci de m'accueillir à ton podcast. Enfin? Enfin, oui. Je dirais enfin, parce que ça fait longtemps que je te croise à Québec. Je sais que tu es un gars de Québec. J'entends beaucoup parler de toi comme ayant une carrière exceptionnelle à l'international, mais je m'étais toujours dit, un jour, il va falloir que je m'arrête, je lui parle, qu'on écoute puis qu'on comprenne. Parce qu'il y a quelque chose, tu sais, t'es comme le prophète, on dit toujours, jamais un prophète en son pays, ou t'es comme notre Céline Dion de l'Asie. C'est le Québécois qui réussit. Non, c'est un beau problème, donc. D'abord, dis aux gens, là, on se parle avec un nouveau système de podcast qui s'appelle Clean Feed, qui nous permet d'avoir une qualité quand même exceptionnelle. T'es où exactement au moment où on enregistre? Je suis actuellement au Monténégro. Un petit pays. Si tu regardes la carte actuellement, là, tu vois la botte de l'Italie, la fameuse Italie qu'on aime tous. Et disons, à la cheville de cette botte de l'Italie, tu traverses l'Adriatique, la mer Adriatique. Donc, c'est dans cette région magnifique de l'Adriatique. Donc, en face de chez moi, c'est l'Italie, mais je suis du côté est de l'Europe. Bon, je sais que tu travailles beaucoup à l'international, puis tu reviens au Québec à chaque année? Est-ce que c'est systématique? Oui, au fait, j'ai vraiment quitté jamais le Québec pour toujours. J'ai toujours eu une base chez moi à Québec, dans le Vieux-Québec. J'ai une résidence. Donc, le Québec est toujours, et la ville de Québec surtout, parce que je suis un fier résident de Québec encore. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment quitté Québec pour toujours. Je reviens à l'occasion. C'est plus difficile, je devrais dire, depuis quelques mois. On le sait pourquoi. On vit dans une situation assez unique. Oui. Mais j'ai très hâte de revenir à Québec. OK. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps, comme on dit souvent, c'est ça les balados. Raconte un petit peu ton parcours du début. Donc, t'es d'origine libanaise, mais t'es né à Québec, t'as presque toujours vécu à Québec. Donc, les débuts, l'initiation, les étincelles vers la musique. Raconte un peu ton enfance. Ben, la musique, chez moi, chez les Barakat, ça faisait partie comme de notre culture. C'était dans notre ADN. Donc, et aussi la culture libanaise. J'ai eu cette chance-là de vivre dans une famille multiculturelle. Mm-hmm. Ça fait partie des valeurs libanaises. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se voit pour un party, comme on dit, ça finit toujours avec un instrument dans les mains, au piano. Mais mes oncles et mes tantes étaient tous des musiciens, je dirais, d'amour de musique, des passionnés de musique. Ils n'ont pas toujours fait une carrière dans la musique, mais ça faisait partie comme de notre culture. Donc, c'était la gastronomie libanaise. Le dimanche, à Québec, on se réunissait tous les dimanches. On allait chez les grands-parents et on commençait par une bonne bouffe libanaise, puis après ça, on jouait de la musique ensemble. Donc, c'était vraiment culturel chez nous. Et c'est comme ça que j'ai eu la piqûre de la musique là, de façon totalement naturelle, avant même de suivre des cours de piano très jeune. Ça faisait partie c'était comme normal de jouer de la musique. Donc ça m'a aidé beaucoup. Au fait, oui. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert les oreilles surtout. Oui. Et donc, c'est comme ça que l'amour de la musique a commencé. Et suite à cette espèce d'éveil, parce que mes parents ont bien vu que je pouvais entendre la radio, je pouvais reproduire à peu près à la première écoute à peu près tout ce que j'entendais très, très jeune. Mm-hmm. Comme on dit, on appelle ça l'oreille absolue. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu. Au fait, ça s'est fait tout à fait naturel. Je dis merci encore à la vie de m'avoir donné ce cadeau-là.
Donc, je jouais à peu près n'importe quoi. J'entendais à 4-5 ans à la radio. Je reproduisais sur mon piano chez moi dans le sous-sol à Charlesbourg, parce que je viens de Charlesbourg. Et c'est comme ça que ça a commencé, tout à fait naturel. Donc, mes parents ont dit, faut absolument faire quelque chose. On devrait présenter des professeurs de piano pour que j'apprenne à lire, parce que je ne savais pas encore lire le français. Donc, j'ai commencé à lire la musique avant d'apprendre le français. Okay. Exactement, oui. Okay. Mais ça a été pratique à long terme, disons. Ils ont compris, tes parents, assez vite, que tu avais un talent exceptionnel et ils se sont dit, il faut qu'on focus là-dessus. Mais est-ce que toi, tu aurais pu faire autre chose ou ça a été un chemin qui n'a pas eu, nécessairement, tu n'as pas eu de questionnement? La musique a fait partie de ta vie très tôt, mais ça aurait pu être un parascolaire, ça aurait pu être un beau loisir. À partir de quand tu penses que tu étais persuadé que ça allait être ta vie? Bien, non seulement j'aimais le piano, mais j'aimais tellement d'autres choses que j'étais joueur de hockey. Étais-tu bon? Au fait, tu bon, ça, il faudrait demander à mes coachs. Mais j'ai joué au hockey vraiment dans une équipe, je veux dire, jusqu'à l'âge de quoi, 14-15 ans. J'étais à Charlesbourg dans un club, dans une équipe de hockey amateur, évidemment. Oui. Mais c'était comme normal. Pour moi, de jouer au hockey, jouer du piano. Et ça a été un choix difficile parce que quand j'avais 16-17 ans, j'avais déjà un album sur le marché comme pianiste, mais j'aimais encore le hockey. J'avais vraiment cette passion-là. Et mon père m'a toujours dit à l'époque, la différence entre le hockey et la musique, c'est qu'à 40 ans, ta carrière commence en musique, à peu près, et au hockey, c'est comme fini. Donc, ça a été une façon de voir les choses qui m'a comme dit, c'est vrai que en musique, j'ai peut-être plus de talent naturel. C'était quelque chose qui était peut-être plus exceptionnel chez moi. Donc, je me suis orienté vers la musique. Mais cette idée d'en faire une carrière, je l'ai toujours remise en question, très longtemps. Et je pourrais même dire que je me remets en question très souvent aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui arrête de réfléchir là-dessus. J'aime beaucoup d'autres choses que la musique. J'adore la gastronomie, j'adore voyager, j'ai beaucoup de passion autre que la musique. Je pense que ça m'a aidé aussi à être un meilleur musicien. Mais dans le fond, tout ça peut se faire en même temps. Tu peux voyager, profiter de la gastronomie étrangère. Alors finalement, certaines de tes passions ont pu se développer, se décliner au fil de ton travail. Bien, c'est ça, c'est un voyage, c'est une aventure. Et je pense aussi, souvent, on demande qu'est-ce qui fait qu'un musicien évolue. Qu'est-ce qui fait qu'il peut devenir peut-être plus sensible, meilleur? Je pense que c'est... je voyais d'ailleurs une magnifique entrevue avec Quincy Jones, le fameux compositeur, producteur américain, qui disait toujours, on est toujours à la limite de la personne comme musicien, c'est-à-dire que ça passe à travers d'abord l'individu, et plus que tu grandis comme individu, je pense que meilleur tu deviens comme musicien. Donc, oui, les voyages, oui, les rencontres, tout ça, c'est de l'inspiration, de découvrir, de se redécouvrir, de faire face à toutes sortes d'événements qui font en sorte qu'on devient un meilleur musicien et une meilleure personne dans l'idéal, évidemment. Dis-moi, Steve, c'est impossible que jeune, tu te sois dit « Ah, moi, un jour, ça va être partout dans le monde, je vais être connu, je vais marcher en Asie dans certains pays, puis les gens vont me reconnaître dans la rue. » Tu n'as jamais pensé à gros de même, là? Non, jamais. Et avec le recul... c'est pour ça qu'il faut se remettre des défis et toujours remettre nos objectifs à l'heure. C'est que oui, j'ai réalisé, je pourrais même dire, la plupart de mes grands rêves de jeune homme, tu sais, quand j'étais tout petit, de jouer sur les plus grandes scènes, de jouer avec des orchestres symphoniques, de faire le tour du monde, de faire des enregistrements dans les grands studios de Londres, Los Angeles, Tokyo. Évidemment, même... Quand j'étais petit, je savais même pas que ça existait. Donc, je pouvais pas rêver à ça. Donc, ça a été des étapes de aussi remettre plus qu'on en connaît, plus qu'on réalise qu'on n'en connaît pas beaucoup. Donc, je n'ai jamais arrêté d'évoluer à ce niveau-là. Puis, évidemment, à chaque fois que je réalisais un rêve, j'essayais de me fixer un nouvel objectif. Ben oui. Mais tout ça, ça se fait de façon naturelle. Avec le recul... on le voit différemment, évidemment, parce que maintenant, ça fait déjà 30 ans que je fais le métier. Aujourd'hui, je comprends même plus ce que j'ai fait dans le passé et je l'apprécie peut-être même plus. Est-ce qu'il y a eu une étincelle, un événement qui a fait la propulsion à l'international, Steve? C'est multifactoriel. Je dirais que
ma première visite en Asie, écoute, j'avais 22 ans. Je suis invité par Polygram à l'époque, qui était la maison de disques, au fait, la plus impressionnante, la plus influente aussi à l'époque en Asie. Et c'est ce premier voyage en Asie, parce que j'avais une carrière quand même au Québec, j'avais fait beaucoup disons, d'activités, de télévision. Je pense qu'à la fin des années 80, ceux qui ont l'âge pour en témoigner, m'ont vu probablement à la télévision à l'époque, à la fin des années 80. J'ai fait à peu près tout ce qui était de talk show, à l'époque de Pierre Marcotte, Ad-Lib avec Jean-Pierre Coallier. J'étais quand même très, très présent avec un album qui a bien performé, qui était mon premier album en carrière. Et suite à ça, j'ai comme arrêté. J'ai comme dit, bon, là, j'ai fait des choses que j'aimais beaucoup ça, mais c'est la technologie qui a un peu changé ma vie. C'est-à-dire que à la fin des années 80, il est arrivé l'avènement du MIDI, c'est-à-dire que c'est la grande transformation. C'est là qu'on a amené les ordinateurs, si je peux dire, dans le monde de la musique d'une manière qui était complètement nouvelle. Et moi, j'étais ado, j'avais encore 15-16 ans. Et c'est ce grand changement-là qui a, disons, changé ma façon de voir la musique, ma capacité de produire, parce que j'ai acheté tout ce qu'il y avait comme ordinateur à l'époque pour pouvoir justement faire de la musique avec des orchestrations, programmation. C'est là que j'ai commencé à travailler pour la firme japonaise Roland, qui était un majeur, qui est très connu, qui était particulièrement à l'époque probablement le leader mondial des synthétiseurs et tout ce qui était de programmation numérique dans le domaine musical. Donc là, j'ai été recruté pour aller travailler à Los Angeles pour Roland. J'avais à peine 18 ans. Donc, c'est cette transformation-là numérique, je pourrais dire. Moi, étant un musicien, disons, plus jazz et classique de formation, quand la technologie a évolué, ça a été presque une question d'années. Dans quelques années, tout a changé. Et moi, j'ai sauté dans l'aventure technologique. J'avais le goût de faire ça. J'avais le goût d'apprendre la technologie. Chose qu'à l'époque, disons, les musiciens, il y en avait peut-être une partie qui disait « Non, moi, je veux rester traditionnel. Je veux pas embarquer là-dedans. Les computers, ça faisait pas l'affaire de tout le monde, disons, à l'époque. » Moi, avec l'âge, bon, j'étais très, très jeune. On apprend vite à cet âge-là, surtout que lorsqu'on parle de technologie. Oui. Donc, moi, j'ai sauté dans l'aventure technologique et ça a été, je pense, une des décisions les plus importantes d'être très, très à jour technologiquement. Donc, ça me permettait de faire des choses très productives. À l'époque, j'ai produit des jingles dans le milieu de la pub pour les grandes agences comme Cossette et d'autres. J'ai fait j'ai appris à composer par des jingles, des ritournelles, voilà. Et c'était l'école, en fait. Moi, j'ai commencé à produire très, très jeune. Donc, ça été un facteur important. Au niveau carrière publique, c'est sûr qu'arriver à Tokyo, 1995, la deuxième plus grande économie du monde, tu arrives de Québec, tu débarques à Tokyo, c'est comme, je veux dire, c'était extraordinaire. Je veux dire, de voir le courant, l'énergie, la modernité d'une ville comme Tokyo, qui était comme, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. Tokyo, qui est maintenant une des villes les plus influentes avec plus de 30 millions d'habitants. Juste pour te donner une idée, à 22 ans, pour moi, j'étais comme dans une grosse machine à boules. Là. J'avais l'impression... C'est très techno, hein, l'impression qu'on a, c'est ça, de Tokyo. Hein. C'était très techno, très avant-garde, très axé vers l'avenir. Et comme pianiste, ça, c'était un peu sans le savoir, j'arrivais un peu dans un monde dans lequel le piano... tu sais, ici, au Canada, en général, tu sais, tes joueurs de hockey, c'est comme... C'est ça que les jeunes recherchent. Là-bas, tes pianistes, ça avait une grande valeur au niveau culturel, au niveau importance dans la société quand tu étais pianiste. Donc, je suis arrivé un peu comme si un joueur de soccer est en Italie. Tu sais, c'est comme une religion, le soccer, là-bas. Donc, pour moi, le piano faisait partie, disons, culturellement, c'était... J'étais comme chez moi, finalement. Donc, ça a été une découverte très, très jeune, à 22 ans. Pour arriver là-bas, est-ce qu'on t'amène là-bas? C'est Polydor qui t'amène? Qu'est-ce qui te permet de t'en aller à Tokyo pour faire une percée? C'était un contrat, effectivement. J'ai produit un album entièrement au Québec. Et cet album-là a été signé à l'époque par Polygram pour tous les territoires asiatiques.
Oh. Donc, quand je suis allé au Japon, j'ai fait en même temps Hong Kong, j'ai fait en même temps la Corée du Sud, j'ai fait en même temps Taïwan. Et c'est là que c'était cette piqûre, disons, de l'Asie, parce que comme individu, pas juste pour ma carrière musicale, mais comme individu, j'ai senti, je me rappelle toujours quand je suis revenu à Québec, puis mon père m'attendait à l'aéroport ici à Québec. Je dis toujours ici, je me pense toujours à Québec, comme tu peux le voir. C'est une bonne et chose. mon père m'attendait, puis il me disait, puis comment ça a été? Puis je me rappelle toujours, j'ai dit, faut que j'investisse tout ce qu'on a en Asie. J'ai comme eu un éveil. Je sentais que c'était là qu'il fallait que je consacre beaucoup d'efforts pour continuer. Donc, ça ne s'est pas fait d'un coup sec. Après ça, je suis allé en Asie 3 fois par année pendant facilement 10 ans. Là. Tu sais, je pense que le Japon, pendant toute ma vingtaine, c'était mon école des affaires, c'était mon école culturelle, c'était d'apprendre aussi à vivre avec la différence, parce que c'est dur de trouver plus différent que le Japon en termes... Oui. Il faut que tu nous parles de la langue, il faut que tu nous parles de la culture. Est-ce que c'est l'anglais qui faisait le lien ou tu t'es mis au fil du temps à apprendre des rudiments de la langue locale à certains endroits? Bien, la langue, c'est effectivement un obstacle au Japon parce que même l'anglais n'était pas vraiment parlé. Okay. Donc, tous mes partenaires d'affaires étaient... souvent, on avait une traductrice ou un traducteur qui était présent, qui traduisait du français ou de l'anglais au japonais, parce que la langue est évidemment une barrière incroyable, mais merci, parce que la musique demeurait quand même le langage le plus international. Et ce dont je me suis rendu compte aussi avec les années, parce que la langue, évidemment, c'est une barrière, mais ce qui est le plus grand défi lorsqu'on fait des affaires à l'étranger, c'est vraiment de comprendre la culture. Parce que la langue, oui, on peut comprendre une langue, et pour preuve, souvent, on parle la même langue, puis on ne se comprend pas toujours. La compréhension de l'autre, la compréhension de vouloir savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il me dit. Et comprendre, d'abord, au Japon, tu as une approche hiérarchique qui est totalement différente de la nôtre. Comme Nord-Américain, tu arrives au Japon, puis même si tu comprenais la langue, tu ne comprendrais pas plus, parce qu'ils ont une autre façon de penser. Ils ont une autre façon de voir les choses. Ils ont une autre façon de voir le temps, parce que c'est des gens qui pensent excessivement à long terme. Eux, un plan de 10 ans de carrière, c'est très court. Hein. Je me rappelle, en 95, on faisait déjà des plannings pour les années 2000. Oui. Donc, on était, au fait, anecdotiquement parlant, quand j'assistais au meeting de production à Tokyo, j'avais l'impression d'être une nouvelle Toyota, là, tu sais. C'est-à-dire que... Tout doit être vendu. Et peu importe on me présentait comme, tu sais, comment on le présente, qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que le Canada représente à l'image des Japonais, comment approcher le public vis-à-vis de ta musique. Le Canada, c'est un pays de grands espaces, c'est un pays qui inspire la nature et tout ça. Tu sais, c'était vraiment... c'était sérieux, là. Tu sais, j'étais entouré d'une toute une équipe. Et comme le Japon était aussi historiquement un pays industriel, il ne faut pas oublier que le Japon, dans les années 30, 40, 50, était d'abord un pays industriel, fabricant d'électronique, fabricant de voitures et tout. Donc, l'approche de vente était très structurée. En fait, les gens qui travaillaient pour le monde de la musique étaient des gens souvent qui venaient de compagnies telles Sony ou Hitachi ou JVC. Donc, l'approche était totalement différente, disons, du monde de la musique que je connaissais. Et terriblement efficace. Donc, ça t'a très bien servi, Steve. Très efficace. L'école, disons, de la culture et du business japonais demeure chez moi probablement encore une de mes forces, parce que c'est quelque chose qui l'a démontré. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, la position du Japon et de l'Asie en général, parce que les Coréens ont ensuite suivi un peu le modèle japonais. Et moi, j'ai fait partie ensuite de cette vague qu'on appelle the Korean Wave. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup du K-pop et on parle beaucoup de la Quave, comme on appelle en français. Mais j'ai pu faire partie ensuite de cette vague coréenne dès 1995. Donc, j'ai vu évoluer cette culture. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la Corée et les grandes vedettes de la K-pop, moi, j'ai pu avoir cette chance d'en témoigner avant que ça devienne, si tu veux, la grande vague qu'on connaît aujourd'hui.
Ce qui peut être étonnant pour nous, Steve, c'est de voir que tu es quand même un pianiste, tu es multitalent aussi, mais de penser que tu peux être devenu une vedette, que les gens voulaient voir tes concerts, tu comprends? Il me semble que c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer ici au Québec, quelque chose d'archi populaire. Puis l'impression qu'on a, c'est que là-bas, il y a comme une définition différente de ce qu'on va starifier, des gens qu'on va aimer. Peut-être ta personnalité aussi, ton look, ton style a fait une différence, mais est-ce que tu t'es posé cette question-là des fois? Comment ça se fait que les gens sont si friands de ce que je fais? C'est sûr que l'exotisme, quand j'ai commencé, je sentais que ça avait un impact positif. Parce que c'est sûr, quand tu viens d'ailleurs, j'avais à peu près le look de tout ce qu'un Japonais n'a pas, finalement, des grands yeux bleus, plus grands que la moyenne. Tu sais, j'avais un peu... C'est sûr que l'exotisme fait partie probablement de l'attrait. Oui. Par contre, avec le temps, quand tu es créateur, c'est sûr que la partie vedettariat et tout, ça fait qu'un temps, ça. Tu sais, surtout quand tu es créateur, c'est un peu comme quand tu es cinéaste ou metteur en scène. Ça demeure un métier d'arrière-scène. Composer de la musique, si je regarde avec les années, j'ai passé plus de temps dans mon studio à créer, à composer, à écrire. J'ai passé plus de temps à voyager à travers le monde pour composer, pour m'associer à des artistes, faire de la production. Donc, le rapport premier avec le public demeure la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand j'arrive en Corée, il y a des gens qui me reconnaissent, qui disent « Ah, on t'a vu à la télé et tout », mais la majorité des gens reconnaissent ma musique d'abord. C'est la musique qui demeure le lien, si je peux dire, relationnel entre le créateur et le public. Donc, évidemment, j'ai eu mes moments où est-ce que, oui, tu fais un spectacle, les gens te voient, ils veulent te parler, ils veulent te toucher, ils veulent une signature et tout. Mais ma carrière n'a jamais été bâtie sur ça nécessairement. Okay. Comme tout créateur, je dirais, d'arrière-scène, je ne suis pas un acteur de cinéma, je ne suis pas quelqu'un qui est en avant-scène. Donc, j'ai toujours gardé aussi une petite réserve sur le côté avant-scène parce que je pense qu'à long terme, les gens, je pense que la musique demeure plus longtemps et c'est la musique qui va demeurer aussi le lien toujours à long terme avec le public. C'est la plus belle nouvelle, que les gens t'aiment pour ce que tu produis, ce que tu es, ce que tu crées. Ben oui, c'est une belle nouvelle, surtout que ça nous permet de se concentrer sur ce qu'on aime le plus, parce que tout le côté populaire, si je peux dire, parce que bon, à 22 ans, c'est sûr que c'est le fun, là, tu sais, de sortir dans les rues, de sortir dans les meilleurs endroits branchés, puis de se faire reconnaître. Tu sais, ça touche beaucoup. Tu sais, c'est le fun. Il n'y a personne qui déteste ça. Il y a pire dans la vie. Et j'ai connu ça très, très jeune. Fait que, parce que j'ai connu ça jeune et j'ai connu aussi la limite de ça, parce que c'est correct, mais à un moment donné, tu sais, il y a d'autres choses à faire que ça dans la vie. Parce que j'ai connu ça jeune, je ne me suis pas accroché à ça pour en faire, disons, mon centre de vie. J'ai à peu près tout connu, ce que je pouvais connaître sur le côté célébrité, mais c'est très, très vite, on se rend compte que c'est éphémère, tout ça. Ça dure qu'un temps, et aussi, c'est que ça ne nous apporte pas grand-chose au niveau humain, là, sincèrement. Comment tu avances dans ton métier maintenant? Est-ce que tu proposes des projets? Est-ce que tu es rendu à un point dans ta carrière où tu as mieux créé, être producteur, ou on vient encore à toi pour ton talent, puis t'offrir des gigs, des produits, des projets? C'est les deux, parce que je considère aussi, bon, d'abord, il y a des gens qui m'approchent directement. Quand j'ai fait, par exemple, l'hymne pour la nouvelle ville en Corée du Sud, qui est un projet complètement de construction, c'est 5 fois la taille de Manhattan, juste pour te donner une idée de grandeur. Là, c'est une ville en construction qui ont décidé pendant la construction de dire, bon, ben, comme la ville n'existe pas encore, on va matérialiser... si je peux dire, l'émotion de la ville. On va lancer comme un momentum en créant un hymne pour matérialiser un peu quelque chose qui n'existe pas encore. Je trouve ça assez brillant comme approche. En tout cas, comme musicien, j'apprécie beaucoup. et ils m'ont approché donc pour composer l'hymne de cette ville qui est en construction. En fait, c'est majestueux de voir l'infrastructure. C'est comme le nouveau Dubaï, si je peux dire, de l'Asie. Et lorsqu'ils m'ont approché, évidemment, ça a été une opportunité incroyable avec un documentaire, un film de 40 minutes pour expliquer tout le processus de création. Donc oui, ça arrive qu'on m'approche comme ça. Il y a d'autres moments que c'est moi qui aussi a une idée, parce que je fais partie de... Pour moi, être créateur,
c'est d'aussi voir à quel endroit la musique, parce que je crois encore que la musique, c'est le plus beau langage du monde et le plus porteur, et c'est de voir aussi où est-ce que la musique pourrait atteindre une nouvelle dimension, pourrait toucher les gens d'une autre façon. Je vais donner un exemple, l'hymne de l'UNICEF. J'ai été nommé ambassadeur avec mon épouse de l'UNICEF en 2007. Et après quelques années comme ambassadeur, je ne comprenais pas encore pourquoi l'UNICEF n'avait pas un hymne. L'UNICEF, je me rappelle quand j'ai visité les Nations Unies à New York en 2009, ma première question, ça a été, vous avez un drapeau? Il y a un drapeau de l'UNICEF officiel qui existe, des Nations Unies, qu'on connaît, le fameux drapeau de l'UNICEF, mais il n'y avait pas d'hymne. Donc, j'ai lancé cette idée, j'ai dit, pourquoi pas faire un hymne pour tous les enfants du monde. C'était une idée qui m'avait été comme suggérée par Harry Belafonte, qui était quand même un ambassadeur très, très influent pour l'UNICEF. Il était venu à Québec pour donner une conférence et j'avais eu l'occasion de déjeuner avec lui. Puis il m'a dit, pourquoi pas faire un hymne de l'UNICEF? Comme lui avait fait à l'époque un projet qui s'appelle We Are the World, qu'on a tous connu dans les années 80. Il m'avait un peu inspiré en disant, fais donc la même chose pour l'UNICEF avec un projet global qui pourrait réunir des artistes à travers le monde. Mais au lieu de faire quelque chose de chanté avec des paroles, tu pourrais faire quelque chose d'instrumental. Donc, de cette façon-là, ça deviendrait vraiment universel avec des musiciens classiques, des chanteurs populaires. Et donc, c'est cette idée-là que, par exemple, j'avais suggéré à l'UNICEF en 2009, qui est devenu ensuite l'hymne officiel de l'UNICEF international. Comment s'appelle celui-là? Ça s'appelle en anglais Lullaby, et ça s'appelle en français, évidemment, Berceuse, parce que Lullaby, c'est une berceuse. Et ça a été lancé sur la Station spatiale internationale le 20 novembre 2009. On avait fait une campagne avec la NASA et le European Space Agency qui avait embarqué dans l'idée de pouvoir diffuser pour la première fois l'hymne comme geste symbolique pour lancer l'hymne. Pendant qu'on parle de ta musique, on a quelques extraits que tu m'as gracieusement envoyés. Et j'aimerais ça qu'on les écoute, puis tu les situes dans le temps, l'importance qu'ils ont pour Steve Barakat, qu'est-ce que ça a changé. Alors, dans l'ordre, j'ai Eternity, Flying, puis Neo Reality. Est-ce que tu veux nous présenter ça? On va écouter un extrait, puis tu vas nous dire... on commence par Eternity, c'est correct pour toi? Oui, Éternité, j'ai choisi Éternité. D'abord parce que... ma collaboration avec le Chœur de l'Armée rouge certainement fut un moment très significatif parce que, j'étais, juste pour raconter l'histoire, je pense que c'est assez intéressant comme anecdote parce que j'étais en train de faire l'album Éternité. J'étais en production au studio Tram. Je suis certain que c'est un studio que tu connais à Québec. Très bien. Et j'étais avec Jacques Montminy à l'époque, qui était le propriétaire. Et je produisais, c'était fait une grosse production à l'époque avec les Violons du Roi, grosse équipe de top. Là, c'était une production pour JVC, à l'époque pour le Japon déjà. Et j'entends parler que le Chœur de l'Armée rouge sont au Québec en tournée. Et ils étaient en tournée, je pense qu'ils faisaient Trois-Rivières, Montréal, quelques villes. Donc, un peu un instant de folie. J'étais sur l'écriture et la production d'Éternité qui avait justement un cœur d'homme. Je voulais inclure un cœur d'homme dans cette œuvre-là et je lis dans le journal que le Chœur de l'Armée rouge est au Québec en tournée. Et donc, un instant un peu de folie, je prends le téléphone et j'appelle à Trois-Rivières pour essayer de contacter l'équipe pour savoir où ils sont. Et à l'époque, c'est un dénommé Daniel Gélina qui était en charge au fait de la tournée du Chœur de l'Armée rouge, le même Daniel Gélina qu'on connaît aujourd'hui à Québec. Et donc, j'ai parlé à Daniel Gélina que je ne connaissais pas à l'époque et là, je l'ai connu de cette façon-là et je lui ai dit, bon, le Chœur de l'Armée rouge est en ville, à Trois-Rivières. Je suis en production. Est-ce que c'est possible de les amener à Québec pour faire un enregistrement? Écoute, je pense que dans ma tête, j'avais une chance sur 100 que ça fonctionne. Et évidemment, il parle à l'équipe. Il me dit, viens les rencontrer, là. Bon, fait que je prends ma voiture, je m'en vais à Trois-Rivières et je me rappelle, j'arrive à la salle Thompson où ils étaient en répétition.
Et là, je rencontre le chef du Chœur de l'Armée rouge, qui est effectivement, il n'a pas l'air d'un agent d'artiste, mais d'un caporal. Donc, j'avais eu la bonne idée, je pense, d'y amener une bouteille de whisky à l'époque pour qu'on puisse discuter ensemble. Et donc, on a discuté pendant quelques minutes. Je lui montre la partition et il regarde la partition, puis il me dit, bon, OK, on peut aller à Québec. On va te donner 1 heure de notre temps, puis on va l'enregistrer Éternité pour ton album. Donc, ça s'est passé comme ça. Et on en écoute un extrait, voilà. OK, parfait. Ça dure combien de temps, Steve, l'ensemble de ce numéro-là? Aucune idée. Sincèrement, ça doit être 4 minutes, je sais pas. C'est jamais plus que 4 minutes, normalement. C'est ce qu'ils disent, hein? Pas que ça soit joué, mais ça sonne quand même. Il y a un côté pop qui m'a un peu surpris. Oui, ben c'est un mélange disons, à l'époque, c'était des loops, comme on appelait en production, avec un côté plus classique, les cordes. Donc, c'est un mélange assez éclectique, si tu veux, du pop et du classique. J'ai l'extrait Flying. Veux-tu nous parler un peu de la genèse? Oui, Flying, ça a été une des pièces qui a été le plus diffusée et qui, dans le monde télévisuel, entre autres, a été utilisé beaucoup par des producteurs, des réalisateurs de télé et de téléséries, dont aussi le grand événement télévisuel du Grand Prix de Monaco de Formule 1. OK. Sur le réseau TBS, lors de la diffusion, ça a été un des thèmes utilisés. Donc, cette pièce-là est devenue un peu un hymne, si je peux dire, en Asie. C'est très, très reconnu. On l'utilise pour plusieurs usages. Lorsqu'il y a un grand événement, lorsqu'on introduit quelqu'un, on présente quelqu'un dans un gala ou quoi que ce soit. C'est une pièce très, très grandiose et elle représente évidemment un voyage. On va écouter un bout de ça. Flying avec Steve Barakat. Comme un hymne institutionnel, donc, là-bas en Orient. Oui, c'est utilisé pour beaucoup d'émissions de télé, de films. Ça a été, disons, un de mes classiques, si je peux dire. Est-ce que, question un peu de curiosité, est-ce que les droits d'auteur, tout ça, en Asie et au Japon, puis ça, un peu partout, est-ce que c'est le même principe qu'ici? C'est plus européen? On dit que c'est toujours plus payant pour les artistes en Europe. Est-ce qu'on est bien rémunéré avec ça? Peu importe ce qu'on fait, quand il y a beaucoup d'écoute, puis il y a beaucoup entre guillemets, ce qu'on dit dans le milieu des passes, des gens qui utilisent tes produits? L'Asie, évidemment, est rendue dans les standards internationaux. Okay. Je dirais même plus près de l'Europe que de l'Amérique du Nord en général. Ce qui est une bonne nouvelle pour toi, je pense. Ce qui est une très, très bonne nouvelle. Cependant, ça a évolué beaucoup. Je me rappelle très bien, lorsque j'ai commencé, par exemple, dans les années 90, au Japon, le système était très, très bien protégé. Ils avaient comme une avance sur d'autres pays. La Corée, par exemple, lorsque j'ai commencé en 95, tout le monde me disait que j'étais un peu fou de développer mon catalogue parce que les droits d'auteur en Corée, à l'époque, ils n'étaient pas aussi protégés. Par contre, moi, j'ai vu ça comme une opportunité parce que le marché était un peu plus vierge. Il y avait moins d'artistes, il y avait moins d'artistes internationaux qui étaient présents.
Et lorsque je me suis bien positionné en Corée avant la vague, je suis arrivé plusieurs années plus tard avec, disons, une grande part du marché, pour ne pas dire la plus grande part du marché, dans l'instrumental en Corée du Sud. OK. Est-ce que, dis-moi, tes fans, ils viennent, maintenant, à cause de la multiplication des possibilités, dans le fond, le numérique a changé beaucoup de choses. Tu parlais du MIDI tantôt, quand on a été capable de travailler avec des claviers où on pouvait insérer des sons, tout ça, ça a été majeur. Mais l'ouverture avec Internet et autres, ça a dû changer aussi la composition de tes fans. Ils ne doivent pas venir juste de l'Asie. Est-ce que ça a changé pas mal dans les dernières années? Ça a changé énormément. Je sais que c'est un sujet, on entend beaucoup parler des nouvelles plateformes numériques. Il y a beaucoup d'opinions dans le milieu de différents artistes qui commentent cette nouvelle technologie. Pour ma part, je crois beaucoup en cette technologie, je crois beaucoup en cette ouverture, cette démocratisation de la musique. Je pense que c'est une chose excellente parce que, à l'époque, c'est la distribution qui limitait les artistes, c'est-à-dire... Moi, je suis un artiste du vinyle, juste pour te donner une idée. Là, j'ai commencé des cassettes, des vinyles, des CD. Après ça, on a eu le MP3 avec Steve Jobs qui nous a vendu l'idée de mettre plusieurs centaines d'œuvres dans un petit iPod. Donc, j'ai connu à peu près tout ce qu'il y avait comme format moderne, si on peut dire. Donc, moi, personnellement, je crois beaucoup en la technologie. Je pense par contre qu'à chaque fois qu'il y a une percée technologique, il y a une nouvelle pratique technologique, il y a toujours un ajustement ensuite qui doit se faire parce que c'est des nouvelles règles. Donc, à l'époque, on n'avait pas les Spotify de ce monde. Non. Là, aujourd'hui, c'est arrivé, c'est technologiquement possible. Donc là, il y a un ajustement à faire, à savoir comment on partage maintenant les revenus entre les ayants droit et les utilisateurs et les compagnies qui font la promotion de ces plateformes-là. Donc, personnellement, je pense que c'est une excellente chose parce qu'à l'époque, on était limité. C'est-à-dire, si des gens au Brésil, par exemple, voulaient écouter ma musique, c'était impossible parce que là, il fallait que tu signes une compagnie locale au Brésil, il fallait que tu imprimes des disques, il fallait que tu convainques les magasins, les HMV de ce monde de l'avoir. C'était une logistique qui demandait beaucoup, qui avait un grand risque parce que il fallait quand même convaincre énormément de gens à la chaîne, si je peux dire, de production pour arriver à être disponible dans des pays lointains. Donc aujourd'hui, tout est possible. On peut rejoindre des gens partout sur la planète. Donc pour des gens comme moi qui sont, disons, plus globales, c'est extraordinaire. Et l'autre chose qu'il ne faut jamais oublier aussi, c'est qu'à l'époque, dans le vieux modèle, si je peux dire, du physique, le grand ennemi de ce modèle-là c'était le piratage. Ben oui. Il y avait énormément de piratage parce que les gens... Je me rappelle, je marchais dans une rue à Taipei et dans une petite ruelle, je vois mes disques dans un espèce de pseudo-magasin. Et là, je me dis, bon, c'est sûrement pas un vrai. Alors, je l'ai acheté, puis évidemment, il ressemblait d'un vrai, mais tu sais, c'était pas nécessairement dans mes rapports de vente, disons. Donc... Puis disons qu'en Asie, la contrefaçon, pour y être allé, je suis allé à Hong Kong, puis j'ai trouvé ça fascinant de voir qu'une rue avait toutes les plus grandes marques au monde. La rue suivante, c'était toute la contrefaçon. L'autre rue d'après, c'était les vrais, après ça, la contrefaçon. J'ai dit, mais voyons donc, quel monde de fou. Il y a beaucoup de ces habitudes de copier, hein. Il y avait beaucoup d'habitudes et la musique en ligne, si je peux dire maintenant, les gens préfèrent maintenant d'avoir accès et je pose la question souvent à mes amis autour, je leur dis, est-ce que tu dépensais 120 $ en musique à l'époque par année? Et la majorité de mes amis disent non, moi j'achetais 1 ou 2 albums par année. Mm-hmm. Aujourd'hui, le consommateur moyen va être membre d'au moins un réseau, une plateforme, et il va dépenser en moyenne 120 $ et plus par année. Et ce 120 $ contribue, si je peux dire, au monde de la musique qui est maintenant... C'est le fun que tu vois ça de même. J'aime ça, Steve, parce que dans le fond, tu dis c'est une protection d'une certaine façon. Plus difficile la contrefaçon, puis en même temps, les gens vont aller chercher de la qualité. On se rappelle tous de LimeWire. Au début, ça détonnait, le son était mauvais, puis ça fait que finalement, il y a eu beaucoup d'étapes, là, mais on en est arrivé avec, comme tu disais, Steve Jobs. Et aujourd'hui, les gens, un Spotify ou un Apple Music, c'est 10-12 pièces par mois. La plupart des gens ont ça pour avoir accès à une immensité de création musicale. Effectivement. Et aussi, c'est que là, on est dans une courbe montante, c'est-à-dire les revenus annuels de la musique n'ont jamais été aussi hauts que maintenant.
Ça, c'est une excellente nouvelle, mais il ne faut pas oublier que quand le CD a commencé à descendre en popularité, puis le streaming est arrivé, là, il y a eu une crise parce que là, il y a eu une baisse importante. Mais je crois beaucoup en ces vagues-là. Je crois beaucoup au système, je crois beaucoup en la technologie. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens écoutent de plus en plus de musique. Donc, ça, c'est l'atout numéro un. Tu sais, le jour que personne ne veut écouter de la musique, là, il va y avoir un vrai problème pour les artistes. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont amoureux de la musique. On l'a vu pendant les 2 dernières années. Moi, j'ai connu une augmentation énorme, au niveau plus que 40% depuis 2 ans d'augmentation, parce que les gens aiment la musique. Ils aiment se retrouver seuls parfois, écouter une bonne musique, écouter un bon CD en soupant, en mangeant à la maison. Et je trouve que c'est une excellente chose. Par contre, effectivement, il va y avoir un ajustement pour que les artistes touchent des sommes, disons, plus respectables, parce qu'au bout du compte, si les artistes ne peuvent pas survivre, bien, on n'aura pas de meilleurs musiciens dans l'avenir. Je pense qu'il faut être tous d'accord avec le même principe que c'est la qualité des artistes qui vont pouvoir faire un jour une évolution musicale. Steve, je sais que, bon, évidemment, tu as une carrière à l'international qui t'amène un peu partout dans le monde depuis plusieurs années maintenant, mais tu es très content quand tu es reconnu chez toi. Tu as eu des reconnaissances récentes au pays et au Québec. L'hymne officiel du Château Frontenac, l'hymne officiel de l'Ordre national du Québec, ambassadeur en Asie récemment pour Destination Québec. Est-ce que ça fait toujours une fleur? Bien, il n'y a rien de plus touchant. D'abord, ma famille est très contente quand ils entendent parler. Bon, ma famille proche me dit toujours « Ah, on est content, on entend parler de toi » parce que souvent, je suis à l'étranger, ils n'entendent pas toujours parler. Mais aussi, personnellement, c'est dur d'être... C'est dur d'être plus touché que, par exemple, quand le premier ministre, le bureau du premier ministre m'ont appelé pour m'annoncer l'Ordre national du Québec. Et d'écrire l'œuvre Devenir, qui est l'hymne officiel maintenant depuis l'an dernier de l'Ordre national du Québec. C'est sûr que ça touche beaucoup parce qu'on n'a qu'un chez soi. On n'a qu'un chez soi, puis cette reconnaissance-là nous touche beaucoup parce que ça représente qui on est. Puis j'ai toujours amené la ville de Québec, puis le Québec dans mes bagages. Dès que je quitte pour l'étranger, je suis toujours le premier à parler de ma ville avec grande fierté. Et donc, oui, les reconnaissances nous touchent beaucoup. Quand j'ai reçu le prix de la SOCAN à Montréal pour mon catalogue musical après tant d'années, j'ai été reconnu pour moi, qui est l'organisme peut-être le plus représentatif des compositeurs au Canada. Et évidemment, ça m'a touché beaucoup parce que c'est un grand rêve de petit gars de faire ce métier-là. Puis lorsqu'on a une reconnaissance, bien, ça nous inspire à en faire beaucoup plus, puis à redonner encore plus aussi. Absolument, c'est majeur. Dis-moi, est-ce que justement le fait que, moi je t'ai dit d'entrée de jeu quand on a commencé le balado, j'ai dit, je connais ton nom parce que tu as un nom assez singulier, je connaissais un peu ton œuvre, mais pas tant, là, je connais beaucoup mieux, puis je suis vraiment impressionné. Je pensais que j'allais être impressionné, mais je le suis encore plus. Alors, c'est juste pour te dire, c'est parce qu'on ne connaît pas ça, puis c'est le fun d'apprendre. C'est c'est une possibilité que le balado, le podcast offre. Mais est-ce qu'il t'est arrivé, je ne sais pas si tu me le dirais, là, des fois d'être déçu, pas déçu d'être une star au Québec, là, mais d'être déçu que les gens ne sachent pas exactement ce que tu fais? C'est sûr que j'ai compris assez jeune le mécanisme médiatique. Donc, j'ai toujours pensé plus longévité, disons, que de faire parler de moi pendant quelques jours, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est encore, disons, un peu drastique, parce qu'à l'époque, on peut avoir un buzz de quelques jours dans les médias, les gens parlent de toi, tu fais un lancement de disque et tout. Aujourd'hui, on parle de quelques heures, hein, on le sait aujourd'hui. Donc, j'ai eu, disons que dans les décisions que j'avais à prendre souvent, parce que c'est toujours une question de choix, j'ai eu cette décision-là souvent à dire, bon, comment j'approche les médias au Québec? Est-ce que, comme ailleurs aussi, c'est le même raisonnement ailleurs, est-ce que j'y vais plus pour quelque chose qui risque de faire parler à court terme ou je vais avec une approche peut-être plus long terme? Parce que j'ai vu neiger autour de moi pendant, disons, plus de 30 ans. J'ai vu des artistes passer. J'ai vu des artistes qui ont eu des grands coups de médias pendant quelques temps. Et malheureusement, ça peut être éphémère aussi à long terme parce qu'on en parle pendant 1 an ou 2. Et ensuite,
on n'en parle plus. Donc, mon approche a été plus basée sur le contenu réel. Parce qu'il y a des moments même que je comprenais même pas pourquoi j'étais dans les médias tant que ça. Il y a des moments que je faisais des projets que je trouvais qui étaient assez uniques, puis qui n'en parlaient pas plus qu'il faut. Donc, un coup que tu as compris un peu la machine médiatique, parce que, au fait, on est dans un système qui fait en sorte qu'à chaque jour, il y a des choses qui sont importantes. Le lendemain, c'est moins important. Le lendemain, il y a quelque chose de plus important. Donc, un coup que tu as compris un peu ce mécanisme médiatique, comme tu connais bien parce que tu étais là-dedans toute ta carrière aussi, je pense qu'il faut se garder une petite réserve et penser plus long terme, penser à communiquer des choses avec nos valeurs, respecter nos valeurs à long terme. Il y a des moments que les gens parlent plus de ce que je fais, il y a des moments qui en parlent moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui, après 30 ans, comme aujourd'hui avec toi. Je suis encore présent et très fier de l'être. C'est le grand défi, finalement, des artistes, c'est d'avoir une certaine pérennité et de rester là. C'est ce qui est le plus difficile. Tout le monde le dit, durer dans tous les métiers, c'est ce qui est plus difficile, surtout dans la création. Mais dis-moi, je me ramène à ce que ton père t'a dit, la sagesse de ton père en musique, à partir de 40 ans, c'est là qu'on devient meilleur, qu'on atteint, puis qu'on peut en faire longtemps. Est-ce que tu penses qu'il avait raison? Est-ce que tu dirais qu'à 48 ans, t'es un meilleur musicien, une meilleure personne, puis que ton père avait raison? Oui, malgré que je vois la beauté aussi il y a une certaine immaturité aussi lorsque je réécoute des choses du passé. Okay. Il y a une certaine immaturité qui je peux pas dire que c'était moins bon. Je peux pas dire. C'est juste que et aussi c'est pas une courbe linéaire tout ça. Tu sais, on n'évolue pas d'un coup. Je pense, mettons à chaque mois ou à chaque année, tu évolues d'un cran. Je pense qu'on est dans des grandes vagues. Il y a des moments qu'on est plus propice, qu'on a plus d'inspiration. Il y a des années, je pourrais dire que j'étais plus en recherche artistique. Je me rappelle, j'ai passé presque 2 ans à Londres, qui est une ville musicale extraordinaire. J'étais pas du tout en action au niveau public, mais je me suis retiré pour faire un album chanté, un album vocal, que j'ai eu l'honneur de faire chez George Martin, le fameux producteur des Beatles, à son studio. Et c'est un album que j'aime beaucoup encore réécouter, qui n'a pas eu nécessairement un succès public. Disons que ça n'a pas été l'album le plus écouté dans ma carrière. Mais sincèrement, mon objectif, c'était d'apprendre. C'était d'aller là pour apprendre le milieu de la chanson, de m'entourer de la meilleure équipe au monde au niveau du songwriting, là, c'est-à-dire des paroles et de la musique. J'ai été dans un environnement, c'était comme mon baccalauréat, si je peux dire, en production. Et de m'entourer des meilleurs ingénieurs de son, Rupert Carlson, qui a fait les Rolling Stones, qui a fait Elton John, qui a fait The Verve à l'époque, qui est un band anglais. Il a fait Oasis. Bon. Et pendant ce temps-là, j'ai été entouré des meilleurs artistes du monde du pop, les frères Gallagher de Oasis. J'étais dans le même studio que Madonna pour son fameux Frozen. À l'époque, elle a enregistré au Air Studios de Londres. Donc, pour moi, c'était comme... Tu vois, ça n'a pas fait parler tant que ça au niveau public. Mais au niveau création, au niveau apprentissage, c'était un des plus beaux projets de me retrouver là avec la meilleure équipe de production, à jouer sur le Hammond B3 de John Lennon, le fameux orgue qu'il a utilisé pour Sgt. Pepper, ou le piano d'Elton John qui était toujours dans le coin, on dirait qu'il me regardait toujours. Donc, c'était des moments forts, je dirais, au niveau culturel, émotif. Significatif d'être dans la Mecque de la musique pop et de travailler avec la meilleure équipe de la planète. Ça a été quand même excessivement intéressant, mais tu vois, c'est pas ça qui fait parler non plus le public. Donc, à un moment donné, tu développes une certaine sagesse au niveau de voir ce qui est important, de voir ce qui l'est moins à court terme. Puis, finalement, je fais partie des très choyés. Je me considère très chanceux encore, donc je peux pas vraiment me plaindre, finalement. As-tu un plan de match pour la suite des choses? Oui, évidemment. D'ailleurs, j'étais dans ma semaine de planning de début d'année, comme un peu tout le monde qui a une vision, disons, entrepreneuriale. Puis, et c'est ça aussi un des mythes, si je peux ouvrir sur ce sujet-là, un des mythes aussi que j'ai un peu détruit dès le début de ma carrière, c'est ce mythe que l'artiste et les affaires, c'est un monde opposé. Parce que souvent, quand j'ai commencé la musique, les gens disaient « Ouais, mais toi, tu étais un artiste, ça prend un gérant, ça prend un agent, tu peux pas être homme d'affaires, tu peux pas être entrepreneur puis être artiste en même temps. » Mais
Mais dans les faits, c'est pas vrai, tu sais. Je veux dire, on a tous notre destin entre nos mains. Et c'est le cas de tous les métiers du monde. Hein. Je veux dire, si tu termines tes études comme dentiste, il faut que le lendemain que tu as reçu ton certificat, il faut que tu te présentes, puis il faut que tu te loues une clinique, ou il faut que tu te trouves un lieu, il faut que tu achètes de l'équipement, il faut que tu développes une clientèle. Donc, il n'y a pas de métier, je pense, dès que tu es un peu entrepreneur, et particulièrement un artiste, on est tous, à quelque part, entrepreneurs de notre propre destin, de notre destinée. Je pense qu'il faut prendre notre carrière en main. C'est ce que je dis aux jeunes musiciens lorsque je parle à certains... je suis invité à l'occasion par des universités comme McGill à Montréal. À chaque année, j'aime ça faire mon petit tour puis parler aux futurs musiciens. Et je pense que c'est important d'être très conscient que c'est entre nos mains que ça se passe, tout ça. C'est nous qui décidons de notre avenir, puis il faut travailler pour. Est-ce que Steve, t'aimerais faire ça? Enseigner, redonner ce que toi t'as appris? Tu le fais un peu, là, mais le faire plus? Je le fais plus. Je le fais quand j'ai la chance, quand j'ai l'opportunité. C'est rare d'ailleurs que je refuse des invitations pour aller parler du métier. Je pense qu'il y a un besoin dans le domaine musical de s'ouvrir, particulièrement avec les changements rapides que l'on connaît avec les nouvelles technologies. Je pense que c'est important que les musiciens d'aujourd'hui puissent s'ouvrir à cette conscience que, oui, être un bon musicien, c'est important parce que c'est essentiel si on veut faire une carrière en musique, mais il y a aussi toute la notion de s'entourer parce que je ne considère pas que je touche à tout, mais je comprends et je sais m'entourer des bonnes personnes, de bons éditeurs, de représentants, d'agences de concert, des gens qui sont là pour amener ma musique à un autre niveau et amener ma carrière à un autre niveau. Mais c'est nous qui prenons cette décision-là. C'est l'artiste qui doit décider. Connais-tu cette pièce-là? Ah, c'est mon nouveau bébé, ça. Tu touches à mon nouveau bébé, là. Parle-moi-en de ton nouveau bébé, Néo-Réalité. Néo-Réalité, c'est mon dernier opus. C'est le titre de l'album. Mon premier album lancé chez Universal. Parce que j'ai signé une entente globale avec Universal Music au Moyen-Orient pour le monde entier. Bravo. Et ce nouvel opus est un regard sur la situation qu'on vit, une réflexion. On vit tous une situation qu'on est un peu laissé à nous-mêmes. Mm-hmm. Et Néo-Réalité, c'est un regard un peu sur cette nouvelle dimension qu'on vit tous ensemble. Je me suis entouré d'un jeune réalisateur montréalais qu'on appelle le nouveau Xavier Dolan à Montréal. Francis Bordelot, qui est que je considère un jeune génie du cinéma en devenir. Et je lui ai donné carte blanche pour faire une vidéo. D'ailleurs, je ne figure pas du tout dans la vidéo. Il m'a demandé est-ce que tu veux qu'on te voit jouer? J'ai dit non. J'ai dit fais un film, fais un court film, un court métrage. Et on a eu cette idée, et en fait, il a eu cette idée de faire une vidéo sous-marin. Donc, c'est une danse, je pourrais dire comme une danse de ballet sous-marine. Donc, ça a été excessivement compliqué à faire sous l'eau. Et donc, ça amène, c'est comme si les danseurs finalement flottent. Donc, ça a amené, et ce vidéo-là actuellement a eu très, très bien reçu, particulièrement auprès des jeunes qui se sont sentis, je pense, interpellés. Okay. Et on a d'ailleurs reçu cette nomination du Festival de Berlin récemment comme meilleur vidéoclip de l'année. Donc, on est très, très contents. Où on peut le voir? Parce que, là, évidemment, les gens qui nous entendent vont dire tu as ton site Internet, est-ce que c'est regroupé sur ton site à toi? Il est sur mon site officiel YouTube, Steve Barakat officiel, okay. Et ça s'appelle Néo-Réalité. Et je pense que les gens je pense qu'ils vont se sentir un peu... Ils vont se reconnaître peut-être un peu dans la situation dans laquelle on vit. On cherche un peu une liberté actuellement. On est en questionnement. Et ce vidéo-là, je pense qu'il est une réflexion en axe avec la situation qu'on vit actuellement de pandémie. Merci beaucoup, Steve, de pouvoir partager avec nous autres. Ça a été vraiment un moment, presque une heure ensemble, puis j'ai l'impression que ça a pris 2 minutes tellement que il y a eu des choses à dire. Alors, c'est apprécié. On pourra peut-être se reparler, suivre un peu la suite des choses, puis se croiser quelque part à Québec. On te voit de temps en temps tabler au bar, jaser. Tu es un gars de public. Aussi, on est des bêtes sociales. Alors, au plaisir de te croiser prochainement.
Ça me fait plaisir, Gilles. Et je te promets une bouteille de vin de mon nouveau Grand Cru, Motherland, qui est mon nouveau projet vinicole. Promesse, avec... mais j'accepte. C'est accepté. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé Merci à Parents toi. et Amis. Salut. Au revoir. Bye-bye. Steve Barakat sur Parents et Amis.